forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Fidèles auditeurs de l'émission Armée Nation, bonjour. Nous sommes heureux de partager une bonne partie de l'actualité des armées avec vous. Clin d'œil aux djambars qui sont déployés en théâtre extérieur comme intérieur. Le sommaire. En ligne de mire, vous aurez la visite de prise de contact du général de corps d'armée en zone militaire numéro 2. Votre mini-journal sera consacré à la cérémonie de distribution de kits alimentaires aux veuves et personnels militaires non officiers de la zone militaire numéro 3. La passe sociale fera l'objet d'un entretien avec l'intendant-colonel Oumar Sarr, directeur du service de l'intendance des armées, sur la mise en œuvre du système de sécurité et de gestion de prestations médicales pour les invalides. Votre passe santé sera axée sur le stress en opération. Entretien avec le médecin lieutenant-colonel Serine Modou Ndiaye, psychiatre à l'hôpital principal de Dakar et coordonnateur du programme de suivi psychologique des armées. Les avis et communiqués et le disque du soldat boucleront cette émission. À la présentation, caporal-chef Yvette Tchoumsen, à la prise de son, sergent Famara Bodian, assisté de Demangalan, assistant à la sécurité de proximité, stagiaire à la direction de l'information et des relations publiques des armées. C'était les titres, le développement dans une poignée de secondes. La voix des djambars. Le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, entouré des grands commandements et services, était l'hôte de la zone militaire numéro 2 de Saint-Louis le jeudi 6 mai 2021. Cette visite du SEMGA dans la vieille ville a pour objet de prendre contact avec les personnels servant dans cette zone et leur décliner en quelque sorte ce qu'ils attendent et surtout leur rappeler les fondamentaux qui régissent la mission des armées et son socle qui est la discipline, gage de réussite des armées. Sergent Seydina Issa Diouf a fait le déplacement pour Armée Nation. Le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, a à l'orée de sa prise de commandement enclenché une série de visites pour prendre contact avec les personnels des armées pour mieux asseoir sa feuille de route et donner des indications afin de maintenir haut le flambeau. En zone militaire numéro 2 de Saint-Louis, le SEMGA s'est adressé aux djambars au carré d'armes du camp d'Emomar-Gari de Bango. Il leur a rappelé les fondamentaux des armées, mais a aussi galvanisé les encadreurs pour une meilleure prise en compte du métier de formateur qui est sacerdotal, général Wade. Ici, c'est le 12e bataillon d'instruction. C'est donc là où commence l'apprentissage du métier des armes. Donc, un point d'entrée critique et essentiel dans l'avenir du militaire. J'attends des encadreurs un engagement total pour former dans les meilleures conditions possibles le personnel, un encadrement technique de qualité, un encadrement tactique et physique à la hauteur des attentes. La formation est un sacerdoce. Ça demande de l'encadreur un sacrifice de tous les jours dans le respect des lois, des règlements militaires, dans la rigueur purement militaire, mais sans excès nuisible à la dignité et à la formation du militaire. En ce qui concerne les cadres, le commandement, j'attends de vous, en liaison avec les structures de soutien, de mettre les personnels dans les meilleures conditions de travail et de vie, pour qu'ils puissent avoir la quiétude et la sérénité requises pour faire face aux exigences du métier d'encadreur. Je vous réaffirme tout mon soutien pour que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour assurer une formation initiale de base à nos soldats. Le général Wade a aussi parlé aux recrues du 12e bataillon d'instruction et aux élèves du Prytanée militaire. Les apprenants que vous êtes, les soldats en formation ou bien enfants de troupes au Prytanée militaire de Saint-Louis, je vous invite à tirer le meilleur profit de votre passage dans ces pôles de formation. Se former
a également ses exigences en matière aussi de sacrifice, de recherche permanente de la performance. Bref, je vous invite à donner le meilleur de vous-même, au plan intellectuel, au plan physique, au plan éthique. Lorsque l'on a la volonté de se faire former, il n'y a pas de limite à atteindre. Tâchez de sortir d'ici avec le meilleur niveau possible, par un investissement personnel quotidien et par un sacrifice permanent. Dans son adresse, il est également revenu sur la discipline qui est la force principale des armées. Comme je l'ai fait partout ailleurs, m'appesantir sur les fondamentaux du militaire. Ils sont relatifs au bon comportement, à la tenue réglementaire et soignée et à la discipline qui constitue notre force principale. Ça concerne tout le monde. Nous sommes dans un monde assez complexe aujourd'hui, avec beaucoup de tentations, beaucoup d'interférences, mais nous devons garder notre identité des militaires, ce qui fait notre richesse et notre force. Après Saint-Louis, la délégation du chef d'état-major général des armées a fait cap sur Louga pour se rendre au camp général Koumba Dioufnian qui abrite le 22e bataillon de reconnaissance et d'appui. Sur place, le général Wade a revisité l'historique du bataillon avant de s'adresser aux hommes du lieutenant-colonel Pascal Mendy. Le 22e BRA est une unité importante, force intervention, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la première née des BRA. Et sa naissance répondait naturellement à un besoin opérationnel accru et très pressant à la fin des années 80. C'est un bataillon d'intervention, avec tout ce que ça comporte comme exigence en matière de disponibilité des ressources humaines, en matière de disponibilité des matériels et équipements. Ça veut dire, pour les personnels qui servent ce bataillon, des efforts substantiels sont attendus de votre part. Au quotidien, lorsqu'on est en posture d'unité d'intervention, on doit se remettre en cause en permanence dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'instruction et dans le domaine de l'entretien des compétences et de l'entraînement. Chacun doit être un expert dans son domaine. Certes, vous êtes un cantonnement isolé, pas trop imbriqué avec la population. Il faudra tisser et garder d'excellentes relations avec ces populations-là. Je termine donc par la discipline, partout. C'est notre force principale. Je le répète, partout où je suis passé. C'est ça qui fait notre âme. Donc, il faudra la préserver très jalousement. Pour ne pas déroger à la tradition, le général Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, a effectué des visites de courtoisie aux gouverneurs de Saint-Louis et de Louga. Il a tout de même fait un tour à la base navale nord de la vieille ville de Mamkoumabang, domaine des fusiliers commandos marins, pour s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers qui y sont engagés. Des denrées alimentaires ont été distribuées aux veuves et au personnel militaire non officier de la zone militaire numéro 3. La cérémonie de remise de ces kits a été présidée par le colonel Ousmane Ali Khan, commandant la zone militaire numéro 3, le mardi 5 mai dernier, en présence des différents chefs de corps. Ces dons, qui sont d'une haute portée sociale, font suite à la volonté du chef d'état-major général des armées de mettre l'accent sur la solidarité et les actions sociales devenues une tradition dans les armées. Les bénéficiaires ont apprécié ce geste à sa juste valeur. Sergent Amadou Diouf, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 3. En effet, ces denrées composées de riz, de sucre, de dattes, de café et du lait ont été mises à la disposition des veuves et personnels militaires non officiers, une manière de les soutenir en ce mois béni du Ramadan. Président cette cérémonie de remise de ces dons, le colonel Ousmane Ali Khan, commandant la zone militaire numéro 3, a d'abord prié pour le repos de l'âme des disparus avant de souhaiter un prompt rétablissement au personnel alité. Donc je voudrais d'abord saluer l'assistance, ensuite avoir une pensée pieuse pour nos camarades qui sont disparus, qui ont été ravis à notre affection, qui ont quitté ce bas monde, soit au cours du service ou lors de maladies. Je pense aussi à ceux qui sont alités, ceux qui sont malades.
Poursuivant ses propos, le colonel Kane revient sur l'importance de ces actions sociales qui sont une tradition dans les armées. Le général de corps d'armée Chawat, chef d'état-major général des armées, nous a instruit dans ses orientations prioritaires de mettre un accent particulier sur la solidarité, sur les actions sociales. C'est pour cela que dans les armées, comme vous le savez, il y a une direction des actions sociales des armées. Cette direction est chargée donc de traduire en actes les actions de solidarité du commandement, donc de l'État du Sénégal. C'est pour cela que dans la continuité du commandement, nombreuses sont les veuves de militaires ou représentantes qui ont marqué de leur présence cette cérémonie qui traduit la volonté du chef d'état-major général des armées de venir en soutien à ses bénéficiaires. Elles n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à l'endroit du commandement et de formuler des prières aussi bien pour leurs maris disparus que pour leurs collègues encore présents. Madame Ndaye Amidiagne, présidente des veuves, parle à leur nom. Nous remercions tous ceux qui sont présents ici, du chef d'état-major général des armées aux soldats. Nous prions pour la bonne marche de votre mission régalienne et que vous partiez en retraite paisiblement. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. À vous voir, on est émis car ça nous rappelle beaucoup de choses. Et je m'excuse si j'ai pas bien parlé car tout le monde ne s'est pas exprimé en public. Merci mon colonel. Cette cérémonie de remise de kits alimentaires était une occasion pour les sous-officiers et militaires du rang de remercier le commandement pour ces gestes de solidarité hautement salutaires qui sont en train d'être menés à leur endroit. Cela pourrait sans nul doute renforcer le bien-être de la troupe. Ce fut aussi un moment de tristesse pour les veuves. Certaines ont les larmes aux yeux en écoutant certains témoignages exprimés à l'endroit de leur regretté époux. Sergent Amadou Diouf, Bureau Information, Relations publiques, zone militaire numéro 3. Nation s'est entretenu avec l'intendant colonel Oumar Sarr, directeur du service de l'intendance des armées. Au menu de cette discussion, la réforme sur le système des prestations médicales pour les invalides et les avantages que comporte ce nouveau système. Il est au micro du sergent Alassane Diop. Mon colonel, vous venez d'être porté à la tête de la direction de l'intendance des armées. Pouvez-vous décliner votre feuille de route? Ce ne serait pas. Je viens de prendre service il y a une semaine, mais je ne dirai pas tout de suite une feuille de route, mais je dirai un peu quelle est la grande vision que le chef d'état-major général des armées a donnée et qu'est-ce qu'il attend de la direction de l'intendance des armées. En résumé, je peux dire de manière très simple qu'aujourd'hui, le chef d'état-major général des armées a pour ambition de rendre notre armée plus opérationnelle. Donc, l'accent doit être mis sur le soutien aux formations, aux unités de combat. Et la direction de l'intendance des armées qui intervient dans le soutien de l'homme s'occupe essentiellement de la fourniture aux formations et aux hommes, d'effets et de matériel d'habillement, de campement, de couchage, d'ameublement. Elle assure également le soutien du combattant en tant qu'être humain en lui donnant la fourniture de l'alimentation et veiller au paiement de ses droits individuels. Donc aujourd'hui, nous allons vers une intendance résolument opérationnelle qui va être intégrée aux opérations, mais qui va assurer de manière efficiente le soutien de l'homme et le soutien administratif des unités. Voilà très rapidement notre point de vue et l'orientation qu'on compte prendre. Monsieur l'intendant, l'actualité dans les armées, c'est la nouvelle réforme sur le système de gestion des prestations médicaux pour les invalides. Pouvez-vous expliquer aux auditeurs les contours de ce nouveau système et quel est son objectif? Cette question est très importante et je vous remercie de l'opportunité que vous nous donnez pour nous permettre d'expliquer à vos auditeurs et éventuellement aux téléspectateurs ce que nous avons l'intention de faire. Il faut juste rappeler aujourd'hui que nous sommes dans un monde qui est de plus en plus dominé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les armées ne sont pas en reste. Nous voyons tous dans notre environnement que tout est informatisé. Aujourd'hui, le moyen de paiement le plus fréquent dans notre
pays, par exemple, c'est le mobile money. On paye beaucoup plus par le téléphone qu'autre chose. Les armées s'inscrivent dans la même dynamique. Aujourd'hui, le système de la solde et le système des pensions au sein de l'État sont payés à travers des systèmes informatiques, des logiciels de gestion. Aujourd'hui, les armées, dans la même dynamique, ont informatisé le système d'identification. Aujourd'hui, dans les armées, nous avons un système d'identification numérisé. On a également mis en place un système de gestion des ressources humaines qui est basé sur un logiciel. Donc, dans cette même dynamique d'informatisation, la population des invalides, qui est une cible, parce que je tiens à rappeler au public que les invalides, il y a des invalides en activité et des invalides qui sont mis à la retraite. Donc, on a aujourd'hui au sein des armées une population de militaires blessés en opération ou malades qui bénéficient d'une pension d'invalidité et de soins. Le suivi de ces personnels, aussi bien en activité qu'en dehors des rangs, exige qu'on mette en place un système plus performant. Les effectifs sont très importants, ils se contentent en milliers d'invalides. On est obligé de mettre en place un système informatique performant pour leur suivi médical et pour une meilleure prise en charge de leur santé et pour le paiement de leurs droits. Donc l'objectif, c'est d'améliorer les conditions de prise en charge médicale des invalides. Monsieur l'intendant, si on suit bien votre raisonnement, on va vers la suppression des carnets de bons médicaux et pharmaceutiques. Qu'est-ce qui est proposé en lieu et place et quels sont les avantages liés à ces changements pour les armées et les usagers? Vous avez parfaitement raison. À terme, pas à très court terme, mais disons à moyen terme, les carnets de bons pharmaceutiques qui étaient avant un système performant, mais qui est aujourd'hui dépassé, vont progressivement disparaître. Mais on ne peut pas aller brutalement à une suppression des carnets de pharmacie. Ne serait-ce que parce qu'il y a une certaine résistance au changement. Par habitude, la nature humaine veut que les gens regardent et conservent leurs habitudes. Le système qu'on va mettre en place sera fondé sur la délivrance d'une carte. Aujourd'hui, l'essentiel des Sénégalais, particulièrement les agents de l'État, sont habitués à avoir des cartes, comme c'est le cas dans les banques et ailleurs. Et le système de cartes qu'on a mis en place est un système performant parce qu'il permettra, en rapport avec les pharmacies qui délivrent les médicaments, les médecins prescripteurs, de donner un document unique qui permettra à l'invalide, quel que soit l'endroit où il se trouve sur le territoire national, tout médecin qui le consulte pourra accéder à toutes ces données médicales par voie informatique, pourra lui prescrire des médicaments qu'il pourra prendre dans n'importe quelle pharmacie, quel que soit l'endroit où il se trouve au Sénégal. L'invalide de Dakar qui se fait consulter à Tamba pourra prendre ses médicaments dans cette ville ou n'importe où ailleurs, parce qu'il y a un seul système où en temps réel, on a toutes les données sur l'invalide, on a les données sur ses prescriptions. L'autre avantage, c'est que l'invalide aujourd'hui ne sera plus obligé de se déplacer. Avant, un invalide était obligé de se déplacer chaque mois pour aller chez le médecin prescripteur. Aujourd'hui, avec une seule prescription, on peut automatiquement renouveler sur une période de 3 mois ou plus la prescription chez l'invalide. De la même manière, malgré que la carte soit informatisée, des dispositions ont été prises pour que les invalides qui ont un grave problème de mobilité puissent être représentés par des tiers, un parent ou autre. Donc, ils peuvent donner délégation à un tiers pour aller percevoir les médicaments à leur place. Il y a également un système d'accompagnement qui est mis en place pour certains grands invalides et surtout les grands mutilés qui ne peuvent pas se déplacer. La commission d'enrôlement se prendra près d'eux pour faire leur enrôlement et leur permettre d'avoir accès aux soins et aux médicaments. En définitive, on cherche la célérité et la diligence, mais surtout on va préserver tous les intérêts des invalides. Aucun invalide ne sera lésé et on gagnera en temps et en diligence. Ça, c'est un aspect très important sur lequel je souhaitais revenir. Voilà, monsieur l'intendant, comme on le dit toujours, toute nouvelle situation peut susciter des craintes par rapport aux usagers. Quelles seront les nouvelles mesures prises pour permettre aux militaires d'entrer dans leurs droits? Je tiens particulièrement à rassurer les invalides. L'armée est une grande famille. La gestion des invalides ressort de 2 directions de service. La direction du service de l'intendance des armées, qui assure un contrôle administratif, qui met en place les carnets. La direction de la santé des armées, qui, elle, a mainmise sur les prescriptions médicales à travers les médecins et qui s'occupe du traitement des invalides.
Ces deux directions ont mené, avec l'appui du commandement, cette étude très importante. Ils ont pris un partenaire qui a une grande compétence et une bonne expérience dans ce domaine. Et aujourd'hui, on assure aux invalides qu'ils continueront à avoir droit à toutes leurs prestations sans être lésés, qu'il n'y a aucune crainte à se faire. Tous les droits seront pris en compte. Et l'ancien système, au début, on va cheminer avec la méthode informatique pour permettre aux invalides, au cas où il y aurait quelques ratés, parce que la mise en place de systèmes informatiques peut aller avec, au cas où il y aurait quelques ratés, il y a toujours un moyen de retourner à la voie classique pour la prise en charge médicale. Donc les invalides doivent être rassurés car tous leurs droits seront préservés et l'ancien système cheminera avec le nouveau pendant quelque temps jusqu'à atteindre la performance requise avant qu'on ne sorte carrément de l'ancien système. Monsieur l'intendant, en dehors de la prise en charge en médicaments, quels sont les avantages auxquels peuvent prétendre les bénéficiaires dans ce nouveau système de gestion? Ce nouveau système de gestion a plusieurs avantages. Le premier avantage, au-delà de l'aspect médical, d'un meilleur suivi, de la diligence, de la possibilité d'avoir une délégation, ça c'est des aspects qui relèvent directement des armées. Maintenant, il y a d'autres aspects que nous sommes en train d'étudier avec l'accompagnement de l'État pour améliorer et donner de nouveaux avantages. Sur ce point, c'est des travaux qui viennent de démarrer et je ne souhaiterais pas trop engager les armées en faisant des promesses. Mais notre objectif à terme, c'est de faire en sorte que cette carte puisse même faciliter l'accès au déplacement, éventuellement donner des facilités de transport ou d'autres avantages de même nature. Mais ça, c'est des avantages qui doivent être discutés avec les structures compétentes de l'État, être arrêtés et validés par les plus hautes autorités avant d'être mis en œuvre. C'est pourquoi on ne souhaite pas aller un peu trop en avant dans ce domaine pour faire des promesses qui ne sont pas encore abouties. Monsieur l'intendant, nous voici au terme de notre entretien. Quel est votre message à l'endroit de la cible? Je tiens à rappeler aux invalides qu'ils sont nos frères d'armes, comme nos différents chefs hiérarchiques, à commencer par le chef suprême des armées, le président de la République, mais également le chef d'état-major général des armées et tout le haut commandement, tiennent toujours, chaque fois qu'ils font une allocution importante, à rappeler leur attachement et leur reconnaissance aux invalides. Les invalides, particulièrement les blessés de guerre, sont des gens qui ont versé leur sang pour défendre leur pays. Ils méritent le respect et la compassion de l'ensemble du peuple sénégalais. Et à cet égard, l'État du Sénégal a fait des efforts substantiels pour rémunérer le sang versé. Il n'y a pas de prix pour le sang. Mais nous sommes un État qui a des limites, mais un État qui a fait des efforts extrêmement importants à l'endroit de cette cible. Nous tenons donc à les rassurer et à leur réitérer notre engagement à cheminer à leur côté pour leur prise en charge et la défense de leurs droits. Parce qu'aujourd'hui, nous restons une armée opérationnelle. Et dans une armée opérationnelle, chaque militaire peut, du jour au lendemain, devenir un invalide. Ce sont nos frères d'armes et nous veillons, avec l'appui des plus hautes autorités, à la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Et je tiens à leur assurer que nous travaillons chaque jour à cela. Monsieur l'intendant, Armée Nation vous remercie. Je vous remercie. On nous tue, on ne nous déshonore. Le stress en opération, un cas souvent évoqué dans les armées, facteurs et recommandations. Pour en parler, nous vous proposons la redivision de l'entretien avec le médecin lieutenant-colonel Serigne Modou Ndiaye, psychiatre à l'hôpital principal de Dakar. Par ailleurs, coordonnateur du programme de suivi psychologique dans les armées. Il s'est entretenu avec Sergent Ndeye Astou Sow. Bonjour docteur. Bonjour. Dans la vie courante, on évoque souvent le mot stress. De quoi s'agit-il réellement? C'est une réaction en fait que tout individu peut noter chez lui en réponse à une contrainte d'adaptation. Parce que l'individu, devant les changements, doit s'adapter. Et c'est l'ensemble de ces réactions-là que l'individu va noter chez lui, ou faire, ou ressentir, qu'on va appeler globalement stress. Quelles sont les différentes manifestations du stress? En quelque sorte, c'est des situations assez particulières qui peuvent mettre en tension les individus et que les individus réagissent en notant
des réactions dans leur propre corps, mais dans leur intellectuel et dans leurs émotions, en réaction à la situation qui est particulièrement menaçante ou dangereuse, ou une situation en tout cas qui les prend un peu de court. Donc ce sont ces manifestations en général qu'on nomme stress. Quelles sont les différentes situations qui peuvent entraîner le militaire dans un tel état? Pour le militaire, il faut d'abord dire que le militaire appartient à une société. Et donc, au même titre que la population en général, il peut être soumis à un certain nombre de contraintes sociétales, familiales, économiques en général, et qui peuvent induire un stress en lui et entretenir plus ou moins aussi un stress. Au-delà de ça, le militaire appartient à une institution militaire qui a sa particularité sur le plan fonctionnel, sur le plan organisationnel, mais aussi qui plus ou moins entraîne des contraintes de fonctionnement, notamment les horaires de travail, la mobilisation, la rigueur, la tenue, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce sont ces ensembles de facteurs institutionnels qui se rajoutent aux mêmes facteurs que peut vivre toute personne dans la population générale. Au-delà de ça, ce militaire-là peut être engagé dans des situations opérationnelles, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, et ces situations sont particulièrement dangereuses, donc à risque en quelque sorte, parce que c'est des situations où le militaire peut perdre sa vie, se blesser, ou voir un camarade perdre sa vie ou se blesser. Ou au-delà de tout, mais s'éloigner de sa famille, s'éloigner de ses proches, s'éloigner de ses repères affectifs, et donc du coup vivre aussi dans un environnement qui est particulièrement étranger la plupart du temps, auquel il doit s'adapter. Et donc ce sont ces ensembles-là, donc que ça soit opérationnel, que ça soit le milieu militaire avec ses contraintes, mais aussi les aléas de la vie en général, qui peuvent s'ajouter, s'additionner en quelque sorte chez le militaire et faire naître un stress en lui ou entretenir peut-être des problèmes déjà préexistants. Comment est organisée la gestion du stress dans les armées en général et en opération en particulier? Pour mieux assurer une meilleure gestion du stress dans les armées, nous avons essayé à tous les niveaux de capacité, d'abord le personnel médical, pour que de l'infirmier, de l'aide infirmier aux spécialistes, donc les psychiatres, qu'on puisse tous être là au service du militaire, mais aussi l'accompagner dans sa souffrance, en particulier le stress. Je veux dire par là qu'un programme de mise à niveau, de formation continue, ou même de formation, est toujours et tous les ans en tout cas mis en place pour capaciter les personnels en général du service médical pour qu'ils puissent reconnaître, identifier une personne militaire en souffrance, mais aussi le prendre en charge ou l'accompagner selon le niveau où il se trouve. Donc des positions avancées donc avec les infirmiers des compagnies, mais aussi des CMG, des CEMIA, et dans les hôpitaux en général, et en particulier dans les services de psychiatrie, surtout militaires. Donc les gens sont formés, régulièrement entraînés dans ce sens-là. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir cette forme de maillage. Mais au-delà du personnel médical, nous essayons au mieux de sensibiliser le militaire pour qu'il soit en mesure pour lui-même de pouvoir gérer son stress, de l'identifier et de le gérer secondairement. Et au-delà, mais aussi apporter de l'aide à son camarade qui pourrait souffrir de ce stress-là. Pour les opérations en extérieur, le soutien commence déjà à la préparation au regroupement, donc où nous essayons de donner les informations qu'il faut pour mieux se préparer au stress opérationnel à l'étranger. Parce qu'on sait que c'est un stress qui peut être assez particulier. Donc, déjà, durant le regroupement, nous donnons aux militaires les moyens de voir la particularité de ce stress-là, de pouvoir se préparer à cela et donc de réduire le risque de surprise que pourrait peut-être entraîner certains aléas du terrain qui pourraient les attendre. Et au-delà de tout, mais de les doter de tous les moyens qu'il faut pour pouvoir, une fois sur place aussi, faire face à ce stress-là et à gérer ou prévenir les différents facteurs. Comment est organisée la prise en charge des cas graves? En général, les cas graves, quand même, sont souvent pris en charge dans les structures médicales, donc à partir de l'infirmerie,
où on peut être en contact, les psychiatres qui sont à un niveau hospitalier, en contact avec l'infirmier qui est en position avancée ou sur le terrain ou à l'infirmerie de garnison, ou en contact avec le médecin d'unité pour manager les cas dans l'urgence jusqu'à leur évacuation dans les structures hospitalières pour une prise en charge spécialisée des cas graves. Quelles sont les précautions à prendre au niveau individuel et collectif pour éviter le stress en opération? Alors, au plan individuel, la première chose que tout militaire devrait faire, c'est de se renseigner sur le stress d'abord, parce qu'on prévient mieux une chose quand on la connaît. Au-delà de ça, il y a énormément de choses qui sont à la portée de tout le monde. Quand on est amené à être dans une institution, à travailler dans une institution, il est important de réduire les facteurs de stress liés à sa fonction et à sa responsabilité. Donc, en travaillant, en connaissant mieux son métier, en essayant de l'exercer au mieux et en étant en tout cas au plus à l'aise dans le travail ou la responsabilité qu'on est appelé à faire. Et au-delà de ça, de savoir observer des pauses, se reposer, dormir, bien manger, mais bien sûr équilibré, mais aussi éviter les consommations de substances psychoactives. Donc, je veux dire par là l'alcool et les autres drogues. Parce qu'on peut être tenté de prendre ces produits dans le sens d'atténuer ou de gérer un stress qui émerge chez soi, alors que ces produits ne font que calmer plus ou moins un stress, et dès que l'effet du produit disparaît, mais on restera toujours en face de ces problèmes. Donc ces mesures peuvent être à la portée de tous. Et j'allais oublier aussi, il est important d'avoir quand même une vie assez active, donc une vie avec des activités physiques régulières. Donc c'est important, mais aussi de dormir suffisamment et surtout la nuit. Et c'est de petites choses qui sont à la portée de tous et que tout un chacun pourrait faire pour mieux se préserver du stress. Mais au-delà de tout, c'est dire aussi que le stress est possible chez tout individu et qu'on en a parfois besoin pour peut-être atteindre nos objectifs, faire ce qu'on attend de nous. Mais malheureusement, ce stress parfois, dans certaines circonstances, peut être très intense ou trop durable et qu'on ait parfois même besoin d'une intervention d'une personne spécialisée. Et il ne faudrait pas se dire non, mais aller voir cette personne spécialisée aussi va signifier qu'on va nous taxer de personnes malades mentales, mais non du tout. Et ces personnes sont là aussi pour aider, pour accompagner et au plus tôt possible sortir la personne de cette situation stressante ou difficile. Docteur, quel message adressez-vous à l'endroit des auditeurs en ces moments de la pandémie du coronavirus? Je vais juste dire aux auditeurs que voilà, c'est une nouvelle chose qui vient s'ajouter à l'ensemble des facteurs stressants que nous connaissons depuis assez longtemps. Et donc, c'est un facteur de plus. Et c'est quelque chose aussi, comme on a dit, qu'il faudra peut-être mieux connaître, mieux se prémunir pour peut-être atténuer le stress qu'il pourrait rajouter ou entraîner en nous. Et si aussi il arrive qu'on soit concerné par cette pandémie ou qu'un proche soit concerné par cette pandémie, de se dire aussi que c'est une situation qui peut être grave ou pas, et de se dire qu'on peut stresser de ça, mais tout en sachant que le stress va diminuer aussi nos chances de guérir de cette maladie-là, parce qu'on sait que le stress peut baisser le niveau de défense immunitaire de l'individu. Et donc, plus on connaît la chose, mieux on est rassuré. Et mieux quand on est mieux rassuré, on stresse le moins possible et on peut être plus à l'abri, quoi. Donc, essayons de connaître la pandémie Covid-19, la maladie Covid-19, redoublons d'efforts pour se protéger, mais aussi, s'il arrive qu'on soit atteint, mais de se dire que les structures médicales aussi sont là pour prendre en charge les personnes concernées. Et au-delà, aussi, le programme de soutien psychologique aussi des armées est là pour éventuellement accompagner les personnes qui sont dans le besoin de partager leur souffrance psychologique durant ces moments, surtout si elles sont atteintes par la maladie Covid-19. Docteur, merci. Je vous en prie.
Le disque du soldat, une affaire du fonctionnaire caporal Rokhaya Kane. Fidèles auditrices et auditeurs d'Armée Nation, bonjour. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver nombreux branchés à cette fréquence pour vos dédicaces. Ce morceau est dédié au sergent Racine Diop du bataillon de l'intendance, sa maman Fatma Diouf à Thiès, son oncle Kan Diouf à Rufisque, son épouse Anne-Marie et ses enfants Mohamed et Ndeye Fatma, dite maman. Ce morceau est dédié également au capitaine à la retraite Pape Samba Diallo, dit PA, et à toute sa famille. Madame Mendy, née Anna Ndiara Gomis, offre ce morceau pour faire plaisir à René Preira, Joseph Preira, Nabou Sissé, Youssou Wade, Assa Kamara, Fatou Faye, Adji Sohna, tous à Thiès. Les sergents Charline Manga et Mohamedou Mansoussi offrent ce morceau à tous les éléments de la 2e promotion de les sous-officiers paramédicaux de l'école du service de santé des armées, à l'encadrement sans oublier le médecin colonel Sarr Bourining, commandant la dite école. Le disque du soldat, une affaire du fonctionnaire caporal Rokhaya Kane. Ce morceau est dédié au sergent-chef Abdou Absafal du 6e bataillon d'infanterie, au sergent Ndofène Diouf, au caporal-chef Alassane Sagna, tous au bataillon des parachutistes, sans oublier Madame Amissar, à Mariam Diouf et ses enfants, tous à Pikine Guinaw Rail. Ce son tournera également pour faire plaisir au commandant Moussa Ndour du bataillon des blindés. Ce morceau est dédié au sergent Majib Ndianko, à la Kofimako à Adéane, à son épouse et ses enfants. Ce morceau est offert pour faire plaisir à Mansour Kane et sa famille, à Abdoulaye Diop, Ngaï Diop et sa famille, tous à Saint-Louis. Chers auditrices et auditeurs, c'était tout pour vos dédicaces. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et sur la même fréquence. D'ici là, prenez soin de vous. Oh
Votre émission touche à sa fin. Merci pour votre fidélité. À la présentation, Capra-chef Yvette Tchoumsen, à la cabine technique, Sergent Famara Bodian. Assisté par Dembangalan, assistant à la sécurité de proximité, stagiaire à la direction de l'information et des relations publiques des armées. Bonne suite des programmes à la radio de toute actualité. Au revoir. Armée-Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.